À l'époque, quand la révolution iranienne a eu lieu, en 1979, le 11 février, il n'y avait pas de Hamas, pas de djihad islamique palestinien, pas de Hezbollah, mais il y avait le peuple palestinien. Un peuple opprimé, expulsé de ses foyers, vivant dans un camp de concentration qu'on appelait Gaza, et pour la plupart réfugiés en Cisjordanie, parmi d'autres Palestiniens, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Égypte. Et encore une fois, il n'existait rien de tel que le Hamas, le djihad islamique ou le Hezbollah, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais les Iraniens, les révolutionnaires, avaient une vision très très solidaire du peuple palestinien et aussi du peuple d'Afrique du Sud vivant sous l'apartheid. Et cela continue encore aujourd'hui. Et je pense que le génocide à Gaza, le génocide en cours, n'est pas terminé. Chaque jour, ils tuent des gens, des enfants. Tout cela n'a fait qu'intensifier la sympathie et le soutien de l'Iran pour la cause palestinienne. La guerre, à mon avis, n'a pas seulement eu des répercussions régionales, elle a eu des répercussions mondiales, parce que les États-Unis ont perdu cette guerre. Et peu importe la manière dont on l'analyse, ce n'est pas seulement que l'Iran a survécu à la guerre, c'est qu'il a continué jusqu'au tout dernier moment des combats, à riposter, à frapper des bases américaines, des bases israéliennes, des actifs du régime israélien, et aussi ceux des pays qui hébergeaient des bases américaines et collaboraient avec les États-Unis. À tel point que même les néoconservateurs aux États-Unis et les plus grands ennemis de l'Iran peuvent qualifier cela de défaite pour les États-Unis. Et le parrain des néoconservateurs a dit que c'était la plus grande défaite militaire que les États-Unis aient jamais connue. Kagan, Robert Kagan. Oui, c'est ça. Le mari de Victoria Nuland en partie. C'est exact. Qui a donné des biscuits aux gens qui lançaient le coup d'État, le coup du Maïdan en Ukraine. C'est ça. Merci pour cette analyse. Ramzi, quelle est ta réaction à ça ou qu'aimerais-tu ajouter? Vous savez, d'abord, c'est un vrai plaisir de partager cette tribune avec le professeur Morandi. À chaque fois, ce n'est pas seulement une leçon de savoir et d'analyse solide, c'est aussi une source d'espoir, et beaucoup d'espoir. J'écoute ces interventions dès que j'en ai l'occasion, et je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre pays, professeur. Mais aussi Mabrouk pour la résilience et le sumud du peuple iranien face à cette agression totalement injustifiable, sous aucun prétexte. Mais d'une certaine manière, c'est presque... Et Mabrouk, ça veut bien dire félicitations, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Eh bien, je dirais que je suis presque... Je ne veux pas employer le mauvais mot et me faire descendre pour ça, mais je suis presque soulagé qu'aucun pays, en dehors des différents camps de la résistance dans la région, ne se soit vraiment rangé du côté de l'Iran. Parce que vous savez, on a toujours un peu compté sur tel ou tel grand pays pour venir à la rescousse. Et oui, il y a eu un peu de soutien ici et là. Mais au bout du compte, c'était un projet iranien. Un projet iranien fondé sur la force du peuple. Ma vraie crainte, ce n'était pas la capacité de l'Iran à résister, c'était la réaction du peuple. Et quand j'ai vu des millions de personnes dans les rues, de tous horizons, de toutes idéologies, de toutes origines, c'était incroyable. J'ai su à ce moment-là que ça voulait dire victoire, parce qu'on l'a déjà vu se produire bien des fois. Mais il faut aussi souligner que quand le génocide a commencé à Gaza, on était désespéré de voir un peu de solidarité venir de quelque part. Desperate for any solidarity to come from anywhere. Sur un bateau qui descend la Méditerranée, ou vous savez, un pays comme l'Afrique du Sud qui dépose une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice. Mais quand on commence vraiment à voir la solidarité se manifester sous la forme d'une résistance réelle, spontanée, venue du Moyen-Orient, là on sait qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. Israël le savait.
Et je pense que c'est quelque chose dont les historiens du futur parleront. Peut-être pas ceux d'aujourd'hui, parce que tout le monde est pris dans l'instant. Mais nous n'avons jamais vécu ça à Gaza, en Palestine. Vous savez, nous avons connu des échecs sur le plan militaire. Nous avons connu un manque de préparation. Je ne parle pas d'un manque de volonté ou de bonnes intentions, mais plutôt de cette approche toujours désordonnée de la guerre. On se retrouve toujours du mauvais côté. On est toujours ceux qui essayent à peine de survivre et qui finissent par être vaincus militairement. Mais cette fois, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je pense que c'est parce que ces différents mouvements de résistance s'enracinaient dans un vrai soutien populaire. C'est ça qui a tout changé. Il y a eu une interview, je crois, avec Moshe Feiglin. Il avait tenté de se présenter contre Netanyahou pour la direction du parti Likoud, et il reste une figure importante de la politique israélienne. Il a dit quelque chose de vraiment intéressant, quelques jours après le génocide. Il a dit « Ce qui m'inquiète à propos du 7 octobre, c'est que les musulmans n'ont plus peur de nous. » Les musulmans, pas les Gazaouis, pas les habitants de Cisjordanie, pas même les Palestiniens, pas les Arabes, les musulmans. Il y avait ici un élément psychologique qui s'est brisé pendant le génocide. On l'avait déjà brisé avant. Je me souviens, pendant la première intifada, quand on s'est défendu contre l'armée israélienne avec, tu sais, des lance-pierres et des pierres. Il y avait un aspect psychologique qui s'est effondré à ce moment-là. Notre peur de cette armée israélienne toute puissante a disparu. Et je te disais, Katie, à propos de l'humour, de la façon dont on a géré beaucoup de choses avec humour. Eh bien, on ne se moque pas de quelque chose si on n'a pas un sentiment de possession, de maîtrise. On s'est senti fort en tant que peuple, sans tirer un seul coup de feu. Et Moshe Feiglin avait compris cette psychologie. Et je pense que le génocide visait en partie à briser la volonté, l'esprit et la force nouvelle des Palestiniens, et par extension des Libanais, des Yéménites et finalement des Iraniens. Et tout ce qu'ils ont entrepris a échoué. À chaque fois qu'ils ont essayé de reprendre l'initiative, de rétablir ce qu'ils appellent la dissuasion, ils ont échoué. Et cet échec continue encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment les Israéliens vont gérer cela, mais je sais qu'un changement fondamental s'est produit. Un changement dans la géopolitique du Moyen-Orient, dans l'avenir de la région, et surtout dans la psychologie du Moyen-Orient, dans sa manière de percevoir le régime sioniste et l'impérialisme américain. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord, mais je pense aussi que ça dépasse la région. En Occident même, on voit que la censure et la pression se sont accrues pendant toute cette période contre la dissidence et contre les soutiens à la cause palestinienne. En Europe, c'est encore plus fort qu'aux États-Unis. Mais malgré ça, on voit de plus en plus de gens exprimer ouvertement leur position antisioniste. Je suis sûr que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, et beaucoup de personnes les connaissent bien mieux que moi. Mais regardez, par exemple, le Parti démocrate à New York. Le fait que dans des quartiers juifs ou dans des quartiers où la population juive est très importante, on voit des candidats antisionistes, qu'ils soient juifs ou non, remporter les élections, Roman Starity Xnatini Memanupati. Je pense que ça montre que ce sentiment de peur, ce cycle de la peur, a été brisé. Et les jeunes, juifs, chrétiens, musulmans, des gens de tous horizons, surtout aux États-Unis, sont sortis et ont clairement montré aux États-Unis et au reste du monde que l'opinion américaine n'est pas pro-israélienne. En réalité, elle est globalement anti-israélienne, et elle le devient de plus en plus. C'est aussi vrai, dans une moindre mesure, pour le Parti républicain. Mais le changement au sein du Parti républicain est tout aussi profond, même s'il arrive plus tard que dans le Parti démocrate. Et bien sûr, tous ont changé. Ils ont évolué.
they've all changed and they've evolved. And I think that runs in parallel with what Et je pense que ça rejoint ce que Ramzi disait à propos de notre région. Les gens ne sont plus intimidés. Ils ne vivent plus dans la peur. Ils savent que l'Empire n'a pas le pouvoir, ni l'autorité qu'on leur avait fait croire, qu'il n'est pas tout-puissant, ni omniscient, et qu'en réalité, on n'était pas impuissant face à lui. Je veux dire, quand la guerre contre l'Iran a commencé, les amis de l'Iran, un peu partout dans le monde, pensaient que le pays s'effondrerait en quelques jours. Et je parle ici des puissances dont Ramzi faisait allusion, les grandes puissances, mais aussi des pays de la région, et beaucoup d'intellectuels proches de la République islamique. Ils pensaient que ça allait s'effondrer. Ils pensaient que ça s'effondrerait l'an dernier, pendant la guerre de 12 jours, alors que ce n'était pas le cas, et qu'au final, c'est lui qui a gagné la guerre, poussant les Israéliens à demander un cessez-le-feu. Et encore une fois, cette fois-ci, quand les États-Unis ont déployé toutes leurs capacités, ils étaient convaincus que ça tomberait. Quand ça ne s'est pas produit et qu'il y a eu une riposte au bout d'une semaine environ, on entendait dire « Eh bien, si l'Iran survit à cette guerre, il gagne ». Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 39 jours, il était clair que l'Iran ripostait aussi fort que les Américains tiraient sur les Iraniens. Et il n'y avait pas seulement les États-Unis. C'était une coalition de pays, des pays de la région du Golfe Persique, la Jordanie, l'OTAN. Le chef de l'OTAN a d'ailleurs reconnu publiquement qu'ils avaient aidé les États-Unis. Donc on a cette immense coalition contre ce que Ramzi décrit, à juste titre, comme l'Iran et ses alliés régionaux. Je pense qu'il s'est passé quelque chose ces 3 dernières années. Et ce n'est pas seulement dans notre région. Ce n'est pas seulement, enfin, regardez le Liban. Après le précédent cessez-le-feu entre le Hezbollah et le régime israélien, le Hezbollah, malgré son encerclement, à l'est, on a un gouvernement fantoche à Damas, un gouvernement sous influence américaine. Alors, vous avez un gouvernement fantoche à Beyrouth, et le Hezbollah aurait déjà été détruit. Mais on a bien vu, ces derniers mois, comment le Hezbollah a frappé le régime israélien, même encerclé. Et clairement, il s'en est remarquablement bien sorti. On voit la société civile dans les pays occidentaux, on voit l'opinion publique à travers le monde, on voit les populations dans notre région aussi changer et évoluer. Et je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver au régime israélien. Ils peuvent se vanter d'avoir pris 70% de Gaza, mais ils ont braqué plus de 70% du monde, et de façon durable. Et ces jeunes vont devenir de plus en plus influents. Pendant ce temps, les personnes plus âgées, pro-israéliennes, vont peu à peu quitter la scène. Donc je pense que le changement est profond, même si, quand on lève les yeux, on voit des nuages sombres, et que le monde dans lequel on vit paraît assez dystopique. Quand on se réveille le matin, qu'on regarde son fil sur les réseaux sociaux, qu'on voit des bébés morts à Gaza et des immeubles rasés au Liban. Oui, je reconnais que parfois, tout cela peut sembler sans espoir. Mais je crois que les transformations, les changements qui se produisent un peu partout dans le monde sont vraiment extraordinaires, fondamentaux et profonds. De New York.